Monsieur le Président de la métropole de Nice, Monsieur le maire de Nice, cher Christian Estrosi, Monsieur le Premier maire adjoint, cher Anthony Boré, Mesdames et Messieurs les élus, je m'adresse également à l'ambassadeur des pôles, Olivier Poivre d'Arvor, qui est par là, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, chers citoyens de Nice et chers lecteurs de la Tribune. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette première édition du Nice Climate Summit. Vous êtes 2200 inscrits pour ces 2 jours. Ça m'amène à répondre peut-être à quelques questions, puisqu'on a beaucoup écrit sur le Nice Climate Summit cette semaine, et ça va me permettre justement d'apporter quelques réponses. Alors pourquoi un journal organise à Nice, durant 2 jours, un événement consacré au climat? À la Tribune, nous avons aujourd'hui près de 3 millions de Français, ce sont les derniers résultats médiamétriques, qui viennent sur latribune.fr chaque mois. Et ce que l'on observe au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, c'est qu'il y a aujourd'hui, bien entendu, un intérêt très fort sur les enjeux climatiques. Aujourd'hui, ces enjeux climatiques concernent nous tous, bien sûr les entreprises, mais pas que. Je pense bien sûr à toutes les parties prenantes sur ce thème. Et donc, il nous paraissait naturel, nous qui avons une rédaction d'une 60aine de journalistes, de pouvoir consacrer un temps d'échange durant 2 jours, prendre le temps. C'est devenu un luxe aujourd'hui dans notre société du buzz, de la médiatisation à outrance, où on attend toujours la petite phrase, de prendre le temps de l'échange, le temps de la discussion, le temps du débat contradictoire. Voilà, on n'est pas sur un plateau télé où on aura besoin de faire du buzz en 3 minutes. Là, on va avoir 2 jours pour essayer à la fois de comprendre les grands enjeux climatiques. Et donc, c'est la mission d'un journal d'information comme la Tribune de pouvoir aller à la rencontre de nos lecteurs, à la rencontre des Français pour pouvoir essayer d'apporter des réponses. Cet événement n'a pas vocation, n'a pas la prétention de résoudre la question du climat. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu important, c'est que les Français, les citoyens, doivent avoir accès au même niveau d'information et de pédagogie sur la question du climat, parce que la question du climat, la question des transitions, c'est un sujet complexe. Alors pourquoi avoir choisi Nice pour ce sommet du climat, du Nice Climate Summit? Eh bien, à la Tribune, on se bat depuis des années pour dire que tout ne doit pas se faire à Paris. Des sommets du climat, il y en a dans des grandes capitales, il y en a à Paris. Et moi, je me suis battu avec mes équipes et mes journalistes de dire qu'aujourd'hui, on a le droit, on a l'obligation de pouvoir délocaliser des grands événements, des grands débats d'échange ailleurs que dans Paris, la capitale. Finalement, Nice, c'est une grande capitale, c'est la capitale de la Méditerranée, vous le savez, qui accueillera le sommet des océans. Et pour nous, il était naturel de choisir Nice, notamment avec cette dimension unique, et qui sera le thème de cette édition, cette dimension ciel, terre et mer, qui sera le fil conducteur de ces 2 jours, qui vont nous permettre de découvrir des solutions, des actions menées à la fois par les ONG, les associations, le monde scientifique, mais aussi le monde de l'entreprise, à voir comment aujourd'hui, face aux enjeux de décarbonation, comment ça s'opère du point de vue du ciel, de la terre et de la mer. Voilà pourquoi le choix de Nice. En tous les cas, je vous remercie, Monsieur le maire, et à tout le conseil municipal de Nice, de nous avoir accueillis et de faire en tous les cas qu'à Nice, on puisse parler environnement et que tous ces grands événements ne se font pas qu'à Paris. Je voulais dire aussi, puisqu'il y a eu quelques appels à des boycotts ou des appels ou des mécontentements qu'on a pu voir. D'abord dire que moi je suis attentif bien entendu à tous les mécontentements. Quand on dirige un journal, on sait qu'on ne peut pas créer l'adhésion à 100%. C'est bien pour ça qu'il y a plusieurs journaux et qu'il faut accepter le pluralisme des opinions et des idées. Nous, ce qu'on a souhaité avec la ville de Nice, c'est que cet événement il soit gratuit et ouvert à tous les publics. C'est ce qui nous a privilégié, en tous les cas, à ouvrir à la possibilité à toutes les entreprises de pouvoir être partenaires. Ça a été notre choix. Il y a plein de colloques qui se font et qui sont des colloques dans lesquels on ne peut pas accéder parce que certains sont très chers, soit en milieu fermé.
Nous, on a eu une démarche différente. Nous sommes un journal et avec la ville de Nice, on a souhaité que cet événement il soit accessible à tous, toutes celles et ceux qui veulent y venir, toutes celles et ceux qui veulent s'exprimer, tous celles et ceux qui pourront échanger avec les acteurs dans la salle. Il y aura des moments aussi de respiration durant ces 2 jours. C'est justement cette volonté à la fois d'ouverture et de transparence qui nous a amenés à communiquer de manière très transparente quels étaient les partenaires qui contribuent au financement de cette opération. Alors, je peux comprendre que certains contestent le fait que peut-être certains énergéticiens ne doivent pas être partenaires de ce type d'événement. Nous, on est un journal. On ne fait pas de politique. On n'a pas vocation à exclure telle ou telle entreprise. On n'a pas la légitimité de distribuer les AAA du climat. Je pense que c'est vous, les citoyens, qui, au travers de ces 2 jours, doivent faire votre opinion. On n'est pas là pour vous influencer, vous dire qui est le mal, qui est le bien. Il y aura ici des débats contradictoires. Je pense que cet après-midi, on parlera de la finance amie ou ennemie du climat. On aura certainement des débats un peu houleux, mais ça fait partie de la vie démocratique, ça fait partie de l'essence même du rôle d'un journal. Donc nous, on a joué sur cette transparence, d'autres ne le font pas. Mais en tous les cas, ça nous paraissait naturel à l'égard des Niçois et de vous tous d'être très transparents sur l'organisation à la fois de ce sommet et de celles et ceux qui contribuent. Je veux simplement vous dire que quand même hier, j'étais au Congrès des régions, à Saint-Malo, il y avait tous les présidents de région, de toutes les couleurs politiques. Tous les énergéticiens étaient partenaires, parce que tout le monde sait que face aux enjeux de décarbonation, il va falloir compter sur tous les industriels. Et selon moi, les exclure, ce n'est pas la méthode. Alors ça ne veut pas dire qu'ils soient excellents et bons. Et j'encourage ma rédaction justement à la fois à être très libre et très indépendante face aux industriels. On aura la chance d'avoir de grands industriels qui viendront durant ces 2 jours. Je pense au président de Michelin qui est un des fleurons industriels mondial et qui est une belle reconnaissance des Français. Lui-même viendra s'expliquer sur les enjeux de décarbonation au niveau de Michelin. Voilà, vous l'aurez compris, c'est beaucoup de plaisir d'être avec vous, d'avoir fait le choix de Nice. J'espère que ces 2 jours seront utiles, pas pour résoudre le climat, mais pour vous présenter aujourd'hui des solutions, des femmes et des hommes, quelquefois méconnus. Je pense aussi au monde associatif, je pense aux ONG, je pense aux scientifiques, aux entreprises, qui seront là pour vous expliquer ce qui peut progresser dans notre société. Il y a tant de progrès encore à conduire autour de ce sujet. Et puis je terminerai quand même, puisque c'est l'actualité de la tribune, je voudrais quand même remercier aussi tous les confrères qui se sont associés à cet événement, puisque Nice Matin et France Info sont partenaires de cet événement. Mais vous dire que à la tribune, vous avez l'habitude, si vous lisez chaque jour, on parle de climat, on parle d'environnement tous les jours, du lundi au samedi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 8 octobre, vous aurez en France un nouveau quotidien du dimanche. Tout à l'heure, Bruno Jeudi, à qui j'ai confié cette mission, va nous rejoindre. Et donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que dès le dimanche 8 octobre, tous les dimanches, on pourra parler aussi le dimanche dans la tribune de climat et d'environnement. Et pour maintenant, et pas pour le dimanche 8 octobre, je vous demande d'accueillir Monsieur le maire et président de la métropole de Nice, Monsieur Christian Estrosi. Bien, chers vous tous, en saluant les belles personnalités qui répondent à l'invitation de la tribune, de la ville de Nice, pour cette 3e occasion où nous avons à débattre des grands enjeux d'avenir concernant la planète, le climat en général. Je voudrais saluer naturellement notre ambassadeur des pôles et des océans, Olivier Poivre d'Arvor, qui est parmi nous, mais les belles personnalités avec lesquelles Nice a des liens particuliers sur la scène internationale et qui sont parmi nous. Et tout d'abord, mon ami Robert Begré-Mombé, le gouverneur ministre d'Abidjan, avec lequel nous travaillons très étroitement depuis plus de 12 ans maintenant. Et je veux remercier son Excellence, le gouverneur d'Alexandrie, qui me recevait il y a quelque temps de cela. Et
où nous avons discuté aussi des grands enjeux qui touchent le littoral de l'Égypte aujourd'hui, et sa présence parmi nous est importante, tout comme je veux saluer Monsieur Viet Truong, le président du comité populaire de la municipalité de Kanto, Vietnam. Je veux saluer Piotr Borowski, le vice-président de la métropole en charge de l'entrepreneuriat et de la protection du climat en Pologne. Je veux remercier Juarana, mes amis polynésiens de la France au milieu du Pacifique Sud, avec André Chang, le directeur adjoint des services techniques de la Polynésie française. Et au cours de ces 2 journées, nous serons rejoints par d'autres amis de nombreux continents qui viennent du Canada, qui viennent du Québec, qui viennent du Japon et de notre ville jumelle Kamakura également. Et je voudrais saluer naturellement tous les partenaires de la tribune, l'ensemble des entreprises, des ONG, des scientifiques, des citoyens tout simplement, qui participent à ces 2 journées qui nous permettent de franchir une étape de plus dans ce que nous souhaitons organiser comme débat ici autour de ce grand défi et de ces grands enjeux d'avenir à Nice pour la 3e année consécutive. Et si ce rendez-vous est devenu incontournable, c'est notamment grâce à nos partenaires que je tiens à remercier. D'abord, vous, cher Jean-Christophe Tortora, mais vous avez cité d'autres médias qui accompagnent votre initiative aujourd'hui, et je salue notamment notre grand quotidien local, Nice Matin, et Christian Huot, le directeur des rédactions, qui le représente aujourd'hui. Je veux remercier tous les médias, y compris étrangers, qui sont parmi nous, parce que naturellement, on ne parle pas de Nice ici, on ne parle pas de la France, on ne parle pas de l'Europe. Je pense que les belles personnalités venues de plusieurs continents qui sont parmi nous sont là pour démontrer que nous avons tous mesuré combien ce n'est pas à l'échelle d'un petit territoire, d'une petite initiative, que nous allons régler les grands enjeux d'avenir pour la planète auxquels nous sommes confrontés et face auxquels nous n'avons plus le droit de nous dérober. En effet, il suffit de regarder le GIEC qui est un peu le repère pour nous. Et quand on voit entre le premier forum que nous avons organisé et ce 3e forum, l'évolution de ces calculs, de ces évaluations, de ces chiffres, puisque le GIEC nous annonçait d'abord plus 2 degrés d'ici la fin du siècle, on penche aujourd'hui pour plus 4, et certains évoquent même plus 6 degrés. Et il y a 3 ans, on savait bien qu'un épisode méditerranéen dévastateur était possible. Depuis, nous l'avons vécu ici, au plus profond de notre chair, dans les vallées de notre métropole, avec la tempête Alex, mais ce qui vient de se passer de l'autre côté de la Méditerranée, en Libye, nous l'a rappelé une fois encore, nous sommes entrés dans l'ère de l'exceptionnel. C'est désormais la nouvelle norme. Et nous voyons bien que les choses s'accélèrent aux 4 coins de la planète, qu'aucune région n'est épargnée, et que nous devons donc constamment adapter nos réponses. Dans ce contexte, naturellement, être responsable politique, c'est faire l'expérience du doute et de l'humilité en permanence. Croyez-moi, je peux vous dire combien nous, les responsables politiques, nous avons besoin de ces moments-là. Des moments où nous pouvons retrouver autour de la même table des entrepreneurs, des industriels, des scientifiques, des moments où on peut faire le point, parler concret et solutions, des moments où nos quoi, nos qui, nos comment, nos quand, nos sempiternels combien peuvent avoir des réponses. Des moments où la qualité d'un débat, la pertinence d'une intervention vous amène à vous interroger sous un autre angle et même à faire évoluer votre point de vue. On est bien dans un domaine où nous n'avons pas le droit de nous laisser enfermer dans des certitudes absolues, tant nous voyons les choses évoluer, et c'est là que nous avons besoin de tous les experts pour nous orienter et nous amener à prendre les bonnes décisions, ou je dirais les moins mauvaises possibles. Pour ma ville, je n'ai personnellement qu'un objectif, que Nice soit toujours agréable à vivre, fraîche l'été, avec de l'eau qui coule, des robinets, des fontaines. C'est ça l'objectif. Mais pour les moyens d'y parvenir, quelle certitude?
je dépends entièrement de beaucoup d'entre vous. Des start-up, des PME, des grandes entreprises, de vous qui innovez et des scientifiques avec qui vous travaillez. Tout ce que nous avons fait avec mes adjoints, mes élus, les maires de notre métropole, que je salue et qui sont présents parmi nous aujourd'hui, nous avons toujours eu pour point de départ l'expertise scientifique. C'est parce qu'on connaissait le nombre de passagers que nous allions avoir, c'est parce qu'on savait combien de véhicules on retirait de la route, qu'on a lancé nos lignes de transport en commun en site propre. Et il y en a 3 aujourd'hui, bientôt 4, avec une nouvelle ligne ferroviaire et un pôle où tout est relié. Aujourd'hui, à l'aéroport international de Nice, le plus grand pôle européen d'échange, l'avion, le train qui, depuis le 1er septembre de l'année dernière, s'arrête, vous vous rendez compte? Depuis le 1er septembre de l'année dernière, 7000 personnes par jour prennent le train à l'aéroport. Et pas de train avant. Comment venait-il, cher Franck Honeldel? Comment en repartait-il? Nous avons ouvert il y a 3 ans une ligne qui va du port de l'aéroport au port. Ce qui veut dire que même le port de Nice est en intermodalité par une liaison en transport en commun en site propre, sans compter naturellement tous les bus décarbonés désormais qui traversent nos 2500 km de voirie depuis le sommet du Mercantour à 3500 mètres d'altitude, qui est le sommet des bassins versants de notre métropole, jusque sur notre littoral. Eh bien, c'est parce qu'on savait qu'on allait gagner 15 degrés de température ressentie que nous nous sommes attaqués au bitume, que nous avons fait disparaître des bâtiments de béton du beau milieu de la ville. On me reproche, parce que nous savons aussi que, naturellement, on est dans une société d'égoïsme, de repli sur soi, où on ne voit pas les drames et les malheurs que dans des pays plus pauvres et qui sont confrontés. On se réjouirait de voir les choses que nous faisons dans nos sociétés qui, elles, bénéficient encore d'une certaine abondance. Et il y a cet égoïsme où on se dit, bon, on va changer mon petit paysage, on va faire des travaux devant chez moi, c'est contrariant, etc. C'est ce que j'appelle le devoir et le courage de l'impopularité, celui qui doit nous contraindre à agir. Et j'ai pu voir combien, au bout de quelques années, tous ceux qui étaient contre se l'approprient d'ailleurs, avec 12 hectares de promenade du Paillon, où nous avons rasé des horreurs épouvantables, ou des gares routières, des parcs de congrès qui n'étaient plus adaptés, des bâtiments culturels d'un autre âge, et nous avons remis cela et décidé d'en ajouter 8 de plus qui sont en cours aujourd'hui. C'est d'ailleurs parce que nous faisions cela que nous redonnions vie à la ville-jardin de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, que l'UNESCO, à l'unanimité, le 27 juillet 2021, a fait rentrer 550 hectares du patrimoine de la ville de Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour redonner vie à tout cela, en même temps que sur un plan de gestion, nous nous sommes engagés à faire sauter le béton hideux qui n'était pas sans conséquence pour l'avenir de la vie de chacun. Et si nous avons décidé d'investir 700 millions d'euros dans une station d'épuration qui commence à être en chantier en lieu et place de celle d'aujourd'hui, qui est aux normes, mais la nouvelle consommera 10 fois moins d'énergie, sera capable de recycler les eaux usées pour que nous puissions nous en servir pour arroser les parcs et jardins, pour pouvoir nettoyer nos espaces publics. Il suffit aujourd'hui de ne pas puiser dans les ressources naturelles, mais d'utiliser 7% des eaux usées traitées en cycle fermé pour pouvoir répondre à tous ces besoins de l'administration urbaine et territoriale. Aujourd'hui, on sait produire en assainissant l'eau de la méthanisation, on sait faire des réseaux de chaud et de froid avec quelques-uns de nos plus grands industriels qui, naturellement, au moment où nous savons ce que représente le coût de l'énergie, nous permettront de faire baisser par 2, voire peut-être par 3, le coût de l'énergie
qui représentent des charges considérables pour nos foyers, pour nos ménages, pour nos entreprises et pour leur compétitivité. Et c'est parce que on est venu nous voir avec un projet de station capable de produire tout cela qu'aujourd'hui, nous prenons ces initiatives qui certes coûtent, mais nous devons toujours nous poser la question de ce qui coûte aujourd'hui et de ce qui coûtera encore plus demain si nous n'avons pas cette part de courage de ce que certains pourraient apporter, une forme d'impopularité, quoique vous me direz si, en ce qui me concerne, l'impopularité se limite aux 30 personnes qui étaient devant l'entrée ce matin, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude à me faire. Et l'histoire continue. Quand on me présente une cartographie détaillée des îlots de chaleur pour les repérer le plus finement possible, vous savez, ces petits carrés rouges qui montrent où il faut agir pour faire respirer la ville, je sais que cela va être utile. Alors, un par un, nous nous y attaquons. On casse le béton, plante des arbres pour transformer ces îlots de chaleur en îlots de fraîcheur. Quelle sera la bonne idée qui nous permettra d'avancer encore un peu plus vers notre objectif de sobriété ou d'adaptation? Très honnêtement, je n'en sais rien. Mais il y en aura. Et ça, j'en suis convaincu. Encore la semaine passée, avec le CNES, j'ai pu voir à quel point la surveillance satellitaire, nous qui avons la chance d'avoir un des plus grands observatoires de la planète, qui a fait la datation de la Lune, qui a découvert le plus grand nombre de planètes connues aujourd'hui, implantées non seulement sur nos collines de l'observatoire, mais également au milieu du désert de Atacama au Chili ou sur la base de Concordia dans l'Antarctique. Eh bien, j'ai pu voir à quel point la surveillance satellitaire, lors de cette conférence que nous avons organisée, croisée avec de l'intelligence artificielle, pouvait nous aider à lutter contre les pollutions ou contre le gaspillage de l'eau. Ce sont des technologies encore très récentes, qui ne sont pas vraiment mûres, mais qui feront bientôt partie, j'en suis sûr, de notre boîte à outils, à nous tous, les décideurs. C'est donc un pari sur l'avenir. Voilà ce qu'est ce sommet. Car j'en suis convaincu, nos décisions de demain, nos grands chantiers à venir sont là, dans les présentations et dans les discussions de ces 2 prochains jours. Je constate d'ailleurs que je ne suis pas le seul que ça intéresse, puisque mes amis responsables politiques, aussi soucieux que nous pouvons l'être ici, au bord de la Méditerranée du Nord, sont venus de tous les continents pour participer à ce sommet. Et moi-même, il m'arrive de me rendre chez eux qui organisent de tels événements, parce que c'est en bâtissant aussi ces réseaux, en échangeant nos bonnes pratiques, en faisant en sorte que nos industriels respectifs, nos ONG, nos start-up, qui nous permettent toujours de pouvoir aller plus vite ensemble, que nous pouvons relever l'ensemble de ces défis. Et je n'ai pas souvenir, en tout cas, que nous ayons, à ce rendez-vous, cher Jean-Christophe, aujourd'hui, eu autant d'invités internationaux auparavant. Ça montre que nous avons tous pris conscience qu'il fallait que nous nous parlions, que nous nous respections et que nous nous aidions et que nous nous accompagnions les uns et les autres. C'est le signe que de plus en plus les personnalités de terrain cherchent des réponses directement auprès d'autres élus de terrain, auprès des entrepreneurs, des scientifiques, plutôt que de leur administration centrale. Et je veux poser la question, qu'est-ce qui est le plus efficace? Est-ce que c'est décréter des normes au niveau des institutions européennes, des institutions mondiales et internationales, des institutions étatiques, ou est-ce en donnant des moyens décentralisés aux territoires partout sur la planète? Poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Car vous, les maires, les gouverneurs, les gestionnaires des territoires, les problèmes, vous y êtes confrontés directement sur le terrain sans filtre. Vous ne les découvrez pas dans les dossiers exclusivement. Vous, les solutions, elles vous trottent dans la tête, elles vous empêchent parfois de dormir, parce que vous êtes comme moi, vous voulez le meilleur pour les populations que vous servez. Vous voudriez que ça aille plus vite, vous voudriez toujours trouver la meilleure solution et vous êtes à l'affût de tout, à l'écoute de tout. Cela fait de vous les premiers acteurs de la transition écologique et les interlocuteurs naturels des entrepreneurs et des scientifiques. C'est la raison pour laquelle nous tenions à ce que
ce forum soit résolument international. C'est aussi la raison pour laquelle je tiens à ce que tout un pan, cher Olivier Poivre d'Arvor, du sommet de 2025, en accord avec le président de la République française et en accord avec le président du Costa Rica, puisque c'est dans ce partenariat qui a été confié par les Nations Unies entre le Costa Rica et la France que nous aurons à organiser ce sommet en juin 2025 de l'océan, de cette unique mer de 70% qui recouvre la planète pour la protection de sa biodiversité, là où la première édition a eu lieu en 2017 à New York, la deuxième à Lisbonne en 2022, et je recevais à l'occasion du match de Coupe du Monde de rugby, il y a 2 samedis de cela, mon ami Antonio da Costa, le Premier ministre portugais, qui naturellement était très engagé dans l'organisation de ce sommet et qui m'a dit se mettre totalement à notre disposition pour nous passer une part de cet héritage et nous permettre de réussir ce rendez-vous. Nous serons donc le 3e rendez-vous, mais alors qu'il y a eu les bases qui ont été posées à New York, alors qu'il y a eu l'inventaire qui a été dressé à Lisbonne, on sait que le 3e, c'est celui des accords qui doivent être signés au moins par 110 États et 110 nations. Et au fond, ce rendez-vous aujourd'hui nous y prépare un petit peu. Alors, ce sera le cas pour ce sommet. J'en suis très heureux car je suis profondément convaincu que nous faisons face au fond à des problèmes similaires et que nous avons tout à gagner à nous enrichir réciproquement de nos expériences respectives. Cela fait du Nice Climate Summit la rampe de lancement de ce sommet, son premier acte dans lequel tous les grands ingrédients sont posés. Et puis je voudrais maintenant m'adresser aux entrepreneurs nombreux qui sont présents ce matin. Je ne suis pas de ceux qui voient dans la transition écologique un désastre qui arrive. Et cela va vous surprendre, je ne suis pas un grand fan de la décroissance. Non, je ne crains pas l'avenir, je veux le construire. Alors je ne vous demande qu'une chose, vous aussi pariez sur l'avenir. Ayez confiance dès lors que nous vous faisons confiance. Non seulement parce que c'est le sens de l'histoire et que les mieux placés pour pouvoir investir sur la recherche, sur l'innovation, c'est vous. Et nous avons besoin d'avancer grâce à nos partenariats, mais aussi parce qu'il y a de formidables opportunités à saisir, des parts de marché à conquérir. Ancien ministre de l'Industrie, je disais toujours que l'écologie devait se mettre au service de l'économie et l'économie au service de l'écologie. Et nous avons des marchés inventés parce qu'ils n'existent même pas encore. Nous savons qu'avec la transition, il y a près de 20% de métiers qui existent aujourd'hui qui auront disparu. Et pour les entrepreneurs qui sont parmi nous aujourd'hui, c'est un de leurs sujets majeurs désormais en mettant la RSE au sein de tous leurs débats, au cœur de leur conseil d'administration. Comment faire évoluer les métiers de notre entreprise, là où 20% des métiers d'aujourd'hui vont disparaître, être remplacés par 20% de nouveaux métiers dans les 10 ans qui viennent, qui nous obligent dans les relations entre universités, centres de formation, centres d'apprentissage, monde de l'entreprise, monde politique, à essayer d'inventer le plus vite possible cet avenir pour ne pas prendre du retard. Et je suis convaincu que les industries françaises sont sur certains sujets parmi les plus performantes. Elles ont une réputation qu'elles se sont bâties et elles œuvrent sur de nombreux continents. C'est aussi à la fois des parts de croissance naturellement pour notre pays, mais c'est aussi un moyen pour notre pays d'apporter, grâce à leur savoir-faire, une part de solidarité pour ceux qui en ont le plus besoin et que nous avons le devoir d'accompagner et de financer. Ne nous mettons pas les œillères du moins-10 ans. L'exigence budgétaire n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est le retour sur l'investissement à long terme qui devrait l'être. Il y a 66 milliards supplémentaires à trouver par an. Nous pouvons y arriver. Cela ramènera de la croissance, cela bénéficiera à la France, mais à tant d'autres nations. Et naturellement, je suis convaincu que l'écologie est également capable de résoudre des problèmes géopolitiques sur d'autres continents. On nous promet des millions de réfugiés climatiques. Regardez ce qu'il se passe à Lampedusa, à Vintimille. Ces drames humains face auxquels nous nous sentons dépassés. Alors je pose la question,
Si le meilleur moyen de venir en aide à ces pays où la famine, où la soif, où la misère, où la guerre menace, c'était l'investissement et l'innovation sur la transition. Voilà, chers amis, quelques-unes des questions que je voulais poser en ouverture de ce sommet. Naturellement, elles n'appellent pas toutes des réponses, car elles sont là pour susciter le débat, pour ouvrir les perspectives, pour stimuler les forces de l'innovation et de votre créativité. En tout cas, je veux vous souhaiter à toutes et à tous de formidables journées ici à Nice et d'excellentes discussions.